Merci pour cette chronique et cette revue de presse. On revient sur le plateau de ce rendez-vous du futur spécial Social Good Week avec maintenant un temps sur les changemakers, les acteurs du changement, ces personnes qui font le monde de demain. Alors aujourd'hui, on accueille 4 initiatives, 4 porteuses de projets. Alors on accueille Diariata Ndiaye qui est ici sur le plateau, qui va nous parler tout à l'heure de résonante et d'appel. Bonsoir Diariata. Bonsoir. On accueille Sophie Brumetti du SAMU Social de Paris. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Ici, de ce côté, je suis bien entouré, c'est vrai, ce soir. Cécilia Creuset de We Take Care. Bonsoir Cécilia. Bonsoir. Bienvenue. Et enfin, Charline Martin-Ramelli qui nous parlera du projet de 1001 Fontaines. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on vous entend au micro? Bonsoir. Oui, on vous entend. Très bien, merci d'être là. On va parler un petit peu de vos différents projets, de vos différentes initiatives, et puis on essaiera de passer un moment ensuite ensemble pour rebondir sur des thématiques sur le social good et sur le numérique. Dans un premier temps, je vais me tourner vers vous, Diariata. Vous êtes artiste, vous êtes slameuse, vous faites beaucoup de choses, et très tôt vous êtes intéressée à la question de la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé historiquement pour qu'on y arrive d'abord en fait à parler, je crois, de résonance, et puis après d'autres projets? Oui, donc comme vous le dites, je suis artiviste. Je trouve que ce terme est assez cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis artiste engagée donc dans la lutte contre les violences depuis près de 10 ans. J'ai créé il y a 10 ans donc un spectacle autour des violences faites aux femmes destiné à sensibiliser les jeunes publics. Donc c'est un spectacle qui est généralement diffusé en milieu scolaire. Donc en 10 ans, j'ai sensibilisé près de 20 000 jeunes. Et le constat que j'ai pu en faire a été assez terrible, c'est que j'ai réalisé à quel point les jeunes méconnaissaient cette thématique. Et puis j'ai rencontré énormément de victimes, de jeunes filles et de jeunes garçons qui ne savaient pas qu'il existait des solutions lorsqu'on était victime de violences. Donc en 2015, j'ai décidé de créer une association qui s'appelle Résonante. L'idée, c'est de sensibiliser en particulier les 15-25 ans à ces questions, et puis de créer des outils cool, quoi, pour les sensibiliser, étant donné que c'est une thématique qui est un peu déprimante. L'idée, c'était de trouver des choses assez sympathiques pour aborder ces thématiques. Donc, par le biais du slam, des ateliers d'écriture, on a créé une exposition numérique et des différents jeux. Et puis, un deuxième axe qui est de faciliter la mise en relation entre toutes ces victimes de violences, les proches, qui sont souvent aussi démunis que les victimes, et toutes les solutions, toutes les personnes et tous les dispositifs existants. Donc, c'est comme ça qu'est née l'association Résonante et l'application mobile Appel. Si on revient un petit peu sur le site Résonante que je suis allé voir pour préparer cette émission, on voit des visuels aussi qui sont un peu particuliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le langage justement en fait à adopter pour peut-être casser une barrière et en parler plus facilement? C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une thématique qui est assez difficile à aborder, c'est un sujet qui est assez tabou, et on a l'habitude de parler de ces thématiques-là en insistant sur le côté pathos, quoi. Et donc l'idée, c'était de se dire, on peut faire de jolies choses, utiliser, de belles images, de faire un effort sur l'esthétique aussi du site. Ça vous a plu? Oui, ouais. oui, ça restait dessus. Oui. Ouais. Donc c'était le but en fait, c'était de créer un site sur lequel on a envie de rester. On a même pensé des petites vidéos très courtes parce qu'on sait que parfois c'est un peu fatigant de lire et qu'on n'a pas envie. Alors c'est plus facile de cliquer sur une petite vidéo. Donc on a pensé des petites vidéos de 2-3 minutes. Donc vraiment on a pensé l'esthétique. Et puis quand on a travaillé sur ce projet qui est Résonante, on a cette démarche. On s'est dit on va travailler comme des publicitaires. Sauf que le message qui sera derrière, le message qu'on va vendre, c'est la lutte contre les violences et les solutions existantes. Et une autre solution proposée, donc c'est l'appli Appel. Alors qu'est-ce qu'elle permet cette application? Alors c'est une application qui est destinée aux femmes victimes de violences et leurs proches. Comme je vous le disais, l'idée c'est que
on sait qu'il existe des solutions, mais qu'elles sont assez méconnues du grand public. Donc, cette application est très simple, 3 fonctionnalités. Une touche qui permet d'alerter ses proches en cas de problème et de contacter les secours. Une touche qui permet d'entrer en contact avec les associations présentes au niveau local et de connaître toutes les associations, même au niveau national. Et puis une 3e touche qui est plutôt destinée aux proches. C'est une touche qui permet de mieux comprendre ce que sont les violences, les conséquences qu'elles ont sur la santé. L'idée, c'est de former de meilleurs alliés pour accompagner toutes ces victimes. Et quel était l'accueil de cette appli chez les jeunes ou moins jeunes femmes? Alors c'est vrai que quand j'ai créé cette application en 2015, je n'avais pas réalisé que c'était la première application destinée aux femmes victimes de violences. On a eu un très bon accueil et puis c'est surtout, nous on l'avait vraiment pensé pour les jeunes au départ et on s'est retrouvés avec toutes les victimes de violences finalement qui utilisent cette application. On est à 5600 téléchargements pour 800 utilisations par mois. On trouve que c'est pas assez. Enfin, c'est un peu bizarre quand je dis ça. Mais en fait, on a tellement conscience du nombre de victimes qui existent qu'on trouve que c'est pas assez. Qu'il y a encore des personnes qu'il y a des personnes qui ont besoin de cette application mais qui ne savent pas encore qu'elle existe. Mais on y travaille. Et donc cette appli, comment on écrit? Appel, donc A2P-E2LES. Juste parce que j'ai vu que vous alliez peut-être me couper et donc j'ai un micro, j'ai envie de parler. On travaille sur une nouvelle version de cette application qui sera disponible fin avril et nous avons créé un bracelet d'alerte connecté qui est relié à cette application qui permet d'enclencher cette alerte plus facilement et je tenais à le dire parce qu'on a fait une campagne de financement participatif sur le site Hello Asso et puis on a été soutenu sur ce projet également par la Fondation EDF. Donc je trouvais que c'était cool de faire une petite dédicace ce soir. Très bien, on est au bon endroit, au bon moment. C'est ça. Merci beaucoup Dirgata. On va passer la parole à Sophie Brumiti du SAMU social de Paris, donc sur une autre problématique. Alors, navré déjà, est-ce que déjà vous pouvez nous donner un petit peu la température de cette problématique des sans-abri dont on entend parler tous les ans, tous les hivers. Là, on est au mois de mars. On sort peut-être, je ne sais pas, vous allez peut-être me corriger, d'une période difficile. Ouais, où est-ce qu'on en est? Puis après, on va parler un peu plus numérique. Alors, la température du SAMU social, c'est un juste mot, utilisé à bon escient, effectivement. Le SAMU social, en fait, sa mission principale, c'est d'aller vers le public sans domicile, à Paris, de pouvoir apporter tant du côté d'un hébergement que du côté de l'écoute aussi, de la distribution alimentaire. Et je parle précisément de la mission des maraudes que je représente ce soir parce que je suis responsable des équipes mobiles. Voilà, donc les équipes mobiles sont des maraudes professionnelles, donc les camions qui sillonnent toutes les rues de Paris 365 jours par an, de 20h à 5h du matin. Des camions qui sont 100% professionnalisés, donc on a la chance d'avoir une spécialité sanitaire avec un infirmier, une infirmière, un travailleur social et un chauffeur accueillant. Ces professionnels sont amenés à aller à la rencontre des personnes qu'on ne voit pas, voir les personnes aussi qu'on voit évidemment, dont l'objectif est de pouvoir créer du lien. Et l'objectif est aussi de pouvoir accompagner les personnes à justement adhérer à un projet de réinsertion, à un projet d'hébergement. On sait que pour la population des sans domicile fixe à Paris, c'est très compliqué de pouvoir amener les personnes vers un parcours de réinsertion, que la notion du temps est nécessaire. Donc voilà, on œuvre au quotidien, toutes les équipes du SAMU social œuvrent au quotidien pour créer une dynamique justement d'insertion. Voilà. Alors, le lien avec le numérique, il vient pas tout de suite en fait à l'esprit. Comment vous êtes intéressé à une démarche ou un outil numérique qui pouvait servir votre projet? Alors en fait, on s'est basé sur l'activité des maraudes principalement, qui depuis. Maraude. En quoi ça consiste? Peut-être pour les personnes qui ne savent pas, c'est quoi une maraude? Une maraude, c'est donc aller vers la personne sans domicile fixe directement sur son lieu de vie, donc dans les rues de Paris, de pouvoir faire émerger une demande quand il n'y en a pas, de pouvoir créer du lien et ça systématiquement toutes les nuits.
Voilà. Donc une maraude composée de 3 professionnels. Oui, ce que vous disiez. Et alors, du coup, pardon, je vous ai un peu coupé. Alors, cette démarche numérique, comment elle est venue? Alors, en fait, les maraudes du SAMU social existent depuis 1993. C'est vraiment l'origine de la création du SAMU social. Depuis 1993 jusqu'à peu, finalement jusqu'à septembre 2017, on utilisait en fait comme outil principal pour les maraudeurs du papier. Du papier avec justement tout était indiqué sur qui sont les personnes qu'on devait aller rencontrer et même pouvoir avoir des données en ce qui concerne les centres d'hébergement. Les maraudes en fait sont on fait appel à eux selon 2 formats. Donc vous êtes un citoyen, vous rencontrez une personne à la rue, donc vous appelez le 115 pour signaler la personne. À partir du moment où vous appelez le 115 pour signaler une personne probablement ou potentiellement en difficulté, là le 115 envoie justement une équipe de maraude. Donc on est sur ce format-là, on est excessivement sollicité en hiver. On a parfois en journée plus de 500 signalements à traiter, donc c'est énorme. Ou sinon, l'équipe du SAMU social qui connaît bien les secteurs d'intervention et qui du coup a une connaissance du public sans domicile fixe à Paris, se met en veille et va aussi à la rencontre des personnes qui ne sollicitent pas d'aide ou pour lesquelles un citoyen lambda souhaite appeler et la personne finalement ne le souhaite pas. Donc il y a ces 2 formats qui existent. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, la version papier, c'était très limité et qu'on avait besoin de pouvoir utiliser le numérique et pour mieux servir aussi finalement le travail des maraudeurs. Donc par le biais justement du financement de la Fondation EDF, qu'on remercie évidemment, on a pu passer au numérique. Donc les maraudeurs maintenant partent dans les camions avec des tablettes. Sur les tablettes, il y a plusieurs indications. Il y a une carte. Donc on peut tracer effectivement le parcours des maraudeurs de manière à pouvoir identifier les lieux où il y a plus de SDF, voilà, notamment, et de pouvoir avoir une information complète sur la situation de la personne et d'avoir à l'instant T une visibilité sur les centres d'hébergement qui sont disponibles. On essaye au maximum d'amener les personnes SDF vers les centres d'hébergement. Donc tout est géolocalisé et nous permet d'avoir une accessibilité aux informations des personnes beaucoup plus rapidement via cette tablette-là. Donc pour nous, c'est vraiment, ça a répondu à un besoin qui est évident. On a gagné en temps parce qu'on avait toutes les informations directement sur la tablette. Auparavant, on fonctionnait avec le papier et on appelait systématiquement le 115 pour avoir accès aux données. Aujourd'hui, on a tout sur la tablette. Donc autant vous dire que évidemment, on gagne en temps, mais on gagne aussi en efficacité auprès des personnes. Voilà, pour trouver des solutions plus rapidement pour les personnes. Absolument, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup Sophie pour ce témoignage. On va passer à un autre sujet, puisqu'on parle de numérique ou d'accès au numérique. Alors Cécilia, vous représentez We Take Care ce soir. La fracture numérique, c'est quoi? Est-ce que c'est uniquement la difficulté à avoir accès à des outils numériques ou est-ce que c'est autre chose? Alors la fracture numérique, c'est un sujet qui est multidimensionnel et effectivement le premier sujet auquel on pense, c'est la situation d'accès. Est-ce qu'on a ou est-ce qu'on n'a pas un ordinateur, un smartphone, un accès à Internet? Et c'est vrai qu'il y a encore une fracture de ce point de vue-là. Mais aujourd'hui, il y a une deuxième fracture qui est extrêmement importante, qui est celle des usages, c'est-à-dire de la capacité des personnes en fait, à savoir utiliser Internet, utiliser les services essentiels en ligne. Et c'est là qu'il y a aujourd'hui une fracture qui est importante et qui est même croissante. Puisque aujourd'hui 39% des Français se disent inquiets en fait à l'idée de faire une démarche en ligne, alors même que d'ici 2020 toutes les démarches seront dématérialisées. Donc il y a une fracture qui est essentiellement autour des usages et également un troisième levier autour de la fracture qui est celui je dirais de la connaissance ou de la motivation, c'est-à-dire parfois des personnes qui ont accès, qui ont des compétences numériques, mais qui n'ont pas bien saisi les enjeux du numérique ou ce en quoi ça pouvait les aider, les gains associés à l'utilisation du numérique. Et ce dernier élément est extrêmement important parce que pour tirer les publics vers le numérique, la motivation est clé.
Et donc, We Take Care, c'est un projet, une initiative qui vient d'Emmaüs, c'est ça en fait, hein, c'est ça si je ne me trompe pas. Complètement. Et en quoi ça consiste? Alors, je crois que ça date de 2016. Alors en fait, le projet, vous avez raison, est né dans le mouvement Emmaüs. Au départ, dans un chantier d'insertion qui s'appelle Emmaüs Défi, il y a déjà 6 ou 7 ans. Et en fait, à l'époque, on faisait le constat que les salariés en insertion du chantier étaient en difficulté par rapport au numérique. Et à l'époque, on était très concentré sur le mobile et sur les questions d'accès, puisque les questions qui revenaient étaient je dois rappeler un employeur, mais j'ai pas de crédit sur mon téléphone, je dois appeler le médecin, mais je n'y arrive pas. Et donc, on a commencé à travailler sur ces questions. On a créé en fait à partir de ça une association Emmaüs Connect qui, elle, agit en fait sur le terrain auprès des publics en difficulté dans 8 points d'accueil en France dans lesquels en fait on reçoit les personnes, on les équipe, téléphone, ordinateur, accès Internet, crédit téléphonique et on les accompagne dans leurs usages. Donc très concrètement, on va les former aux compétences numériques de base et surtout à l'utilisation des services essentiels en ligne. Et à partir de là, vous avez raison, l'histoire a été, on aime bien créer des nouvelles structures. On a créé We Take Care. Pourquoi? Parce que ce sujet du numérique aujourd'hui, il ne fait qu'augmenter. Le numérique n'est plus à traiter comme un sujet isolé, mais il est bien transverse en fait à toutes les structures et notamment à l'univers du social. Et l'objectif de We Take Care, c'est vraiment de pouvoir mettre en capacité tous les acteurs de terrain de pouvoir intégrer cette dimension numérique dans leur accompagnement. Alors, très concrètement, de quoi il s'agit? Je crois qu'il y a 2 projets, il y a Click and Job et il y a Les Bons Clics. Oui, exactement. Alors, en fait, pour nous, chez We Take Care, le sujet, c'est vraiment de mettre en capacité, je vous disais, les acteurs de terrain d'agir. Il y a 4 étapes clés. Il y a la sensibilisation, ce qui répond à cet enjeu de motivation que j'évoquais. La détection de la précarité numérique, c'est bien la première étape qu'ensuite on va pouvoir porter un accompagnement. Et ensuite, de pouvoir orienter ou accompagner la personne selon son autonomie numérique. Je fais juste une mini parenthèse parce qu'il y a des besoins qui sont extrêmement différents. Aujourd'hui, on a près 7% des Français qui sont ce que nous on appelle exclus du numérique. Exclus, c'est en fait des personnes qui ne peuvent pas utiliser Internet, soit parce qu'il y a un problème d'illettrisme, un problème de langue, un problème de capacité. Et pour ces personnes, il faut réellement trouver des solutions d'assistance et donc conserver des alternatives au 100% digital. Ensuite, vous avez des personnes qui sont éloignées du numérique. C'est des personnes qui peuvent apprendre, mais qui ont vraiment un manque de compétences numériques de base et qu'il faut former pour qu'ils puissent demain bénéficier de tout ce que peut apporter Internet. Et troisième catégorie de personnes, qui représente 19% des Français, ce sont les proches du numérique. C'est toutes ces personnes qui savent utiliser Internet, qui parfois l'utilisent au quotidien dans certaines dimensions, mais qui ont besoin de coups de pouce ponctuels, ici ou là, pour utiliser tel service essentiel, s'inscrire à Pôle emploi, faire sa déclaration trimestrielle de revenus, etc. etc. Et donc, les parcours d'accompagnement qu'on met en place sont adaptés évidemment aux besoins de ces différents publics. Et nous, chez We Take Care, ce sur quoi on travaille, nos actions pour pouvoir avoir de l'impact sur ces questions, c'est d'accompagner les réseaux, qu'ils soient associatifs, actions sociales institutionnelles, les opérateurs de services publics, on travaille avec la CAF, Pôle emploi, la CNAV, EDF, la Banque postale, qui dématérialisent leurs services. Et on travaille également avec les collectivités qui, elles, ont vraiment un rôle d'animation de ces sujets d'inclusion numérique sur les territoires. Ça veut dire que vous n'êtes pas en contact direct avec les bénéficiaires? Non, exactement. Il y a Emmaüs Connect qui est vraiment en contact du terrain, oui. Qui nous permet justement aussi, on accompagne à près 10 000 personnes par an sur ces questions, donc de vraiment voir comment est-ce qu'on accompagne quelqu'un qui est en difficulté sur le numérique. Et We Take Care qui a vraiment vocation à permettre à tout un chacun de pouvoir participer à ces questions. Et le cœur du réacteur, on va dire, de We Take Care, c'est une plateforme en ligne qui s'appelle Les Bons Clics, que vous avez cité, lesbonsclics.fr, et qui, sur laquelle, au travers d'un espace pro, permet d'aider sur le numérique au travers déjà d'un indicateur. Un petit test en fait qui permet très vite de se dire est-ce que la personne est exclue, a besoin de formation, a juste besoin d'un petit coup de pouce, et ensuite d'avoir tous les supports pour accompagner cette personne. Donc des trames d'ateliers, des supports de formation sur toutes les compétences numériques de base, sur l'usage des services essentiels en ligne, et puis tout un tas de petits outils pratiques qui sont autant de comment est-ce que je fais pour assister quelqu'un qui est en difficulté sur le numérique, comment je l'aide qu'est-ce que je fais du mot de passe, quelle posture j'adopte, voilà, tout un tas de petits outils pratiques. Et quelle est votre actualité? L'actualité, c'est que cette plateforme est sortie en novembre, ce qui est finalement assez récent. Aujourd'hui, on l'a testé, il y a quelques centaines de structures qui l'utilisent au quotidien. Notre actualité en 2018, ou en tout cas notre enjeu, je dirais, c'est que cette plateforme soit réellement
promu auprès de tous les réseaux informels, des réseaux familiaux, dont on s'aperçoit qu'ils sont en fait les premiers relais, les premiers aidants numériques. Je pense qu'on le voit chacun dans nos familles, on pense assez facilement aux seniors qui ont besoin d'être accompagnés, mais pas seulement, parce que parmi les publics éloignés du numérique, juste derrière les seniors, ce sont en fait les précaires qui sont surreprésentés, dont les jeunes. Et voilà, de pouvoir mettre du coup cette plateforme dans les mains de chacun, que cette émission contribue à la promouvoir pour qu'on puisse mieux accompagner les Français sur le numérique. Merci beaucoup Cécilia pour cette initiative We Take Care et ce rôle de facilitation. On va voyager maintenant, on va peut-être aller un petit peu plus loin. Je pense qu'on va d'abord aller vers le Cambodge, Madagascar, et puis après on va revenir peut-être un petit peu sur Paris avec Charline Martin-Ramelli de Mille et une Fontaines. Alors déjà peut-être que vous pouvez nous présenter Mille et une Fontaines, de quoi il s'agit. Je crois qu'on parle d'eau potable et puis après on va parler de dispositifs de numérique et en quoi ça aide votre travail. Donc effectivement, Mille et une Fontaines, c'est une ONG qui a été créée en 2004 et dont le but c'est de permettre aux populations de pays en développement d'avoir accès durablement à l'eau potable. Puisqu'aujourd'hui, il y a quand même 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à de l'eau potable et ça crée des vrais enjeux sanitaires. Et donc on a pensé un modèle un peu innovant qui permet d'assurer la pérennité de nos stations. Parce que quand on pense eau potable, on pense aux puits un petit peu voilà, dans la zone rurale. Et ben nous, on s'est dit qu'il fallait professionnaliser ça et pérenniser ça. Donc notre modèle, il est assez simple. Et du coup assez facilement réplicable si on s'en tient au pilier essentiel. L'idée c'est de construire une petite station, donc une micro-station qui va puiser de l'eau là où elle est, la filtrer avec un filtre UV très simple qui n'a absolument rien d'innovant en soi, mais voilà, il faut l'avoir. Et ensuite on recrute en fait un villageois local pour qu'il devienne l'entrepreneur de cette station. Donc ça devient un micro-entrepreneur et il va vendre l'eau aux populations à un prix abordable. Donc on est aux alentours d'1 centime d'euro le litre et lui ça lui permet de lui générer un salaire, de souvent générer un salaire à ses employés. Il a 1 ou 2 assistants pour l'aider dans sa tâche et quand il devient rentable au bout d'environ 1 an, il va verser une redevance à l'ONG qui va permettre d'assurer la maintenance et le suivi des stations. Donc en fait, on a un gros investissement de départ qui est la station et derrière, le modèle est totalement pérenne, autosuffisant puisque c'est les ventes d'eau qui permettent d'assurer la maintenance de la station. Donc on fait ça au Cambodge effectivement depuis 2004 et à Madagascar depuis 2008. Et alors vous m'avez parlé vous nous avez parlé en fait de formation. Est-ce que dans la formation, le numérique vous a aidé ? Tout à fait. En fait, au départ, dans notre cœur de métier, l'accès à l'eau, le numérique, on pourrait imaginer s'en passer finalement. Mais il nous a beaucoup aidé depuis à peu près 2 ans, puisque un peu comme le SAMU social, on faisait tout sur papier. Donc le suivi des entrepreneurs, en fait, on a des gens sur place qui assurent le suivi, on les laisse pas tout seuls. Le suivi se faisait sur papier. Donc tous les mois, il y avait quelqu'un qui allait voir et qui prenait des notes sur ce qu'il avait fait, qui rentrait au bureau, qui l'intégrait. Et voilà, on fonctionnait comme ça. Maintenant, on a une application en fait, donc la personne elle va sur le terrain avec sa tablette et elle suit les progrès de l'entrepreneur et ça s'implémente directement dans un truc de suivi que nous on a même au siège à Paris. On peut savoir chaque jour quel site a vendu combien d'eau, où est-ce qu'on en est sur la qualité de l'eau, etc. Donc ça nous permet de nous améliorer et ça permet effectivement de voir les possibilités d'amélioration de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui par exemple va avoir ses ventes qui baissent, ce qui voilà, nous on est là pour l'aider également, donc on va pouvoir le former. Et donc on a notamment développé un serious game sur cette tablette pour lui permettre de se former. Donc c'est des choses extrêmement simples, vraiment revenir aux basiques. Ça peut être par exemple sur la comptabilité pour l'aider à comprendre comment fonctionne une comptabilité d'une petite station. C'est des éléments des éléments. Donc par exemple le gasoil, tu le mets dans la colonne dépenses, tu le mets dans la colonne ressources. Voilà, donc c'est des petits jeux, enfin serious game, donc c'est très simple, mais ça permet d'améliorer la formation et donc du coup d'améliorer aussi le service finalement aux bénéficiaires derrière. Et donc je vois que ça vous sert voilà pour suivre les projets et puis vous l'avez utilisé aussi en matière de communication.
Oui, alors évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas se passer du digital, donc du numérique. Voilà, autant sur notre cœur de métier, il s'est intégré, et on l'utilise, mais on l'utilise évidemment aussi au siège. Nous, on travaille énormément avec LEASO, évidemment. On a une campagne de crowdfunding qu'on lance la semaine prochaine à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, jeudi prochain. Voilà, on peut absolument pas s'en passer. Donc évidemment pour lever des fonds, mais évidemment pour communiquer et pour être en lien aussi avec le terrain, pouvoir par exemple travailler directement avec des cartes, du mapping de nos stations ou des écoles dans lesquelles on livre de l'eau. Voilà, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on peut aujourd'hui mettre en place, savoir exactement sur la carte du Cambodge combien on a de stations, quelle station livre combien d'eau. Voilà, c'est des choses que le digital nous permet de mettre en place. Merci beaucoup Charline pour ce témoignage d'ONG. Le temps passe très très vite et on va devoir passer à une autre séquence. Mais néanmoins, j'aimerais faire un petit tour de plateau. C'est pas de table, mais un tour de plateau. J'ai une seule question que je vais vous poser en fait à chacune. Qu'est-ce que le numérique a apporté en fait dans votre démarche en un mot-clé? Et j'attends de vous une réponse personnelle. Un mot. Qui veut commencer? Charline, qui est sur sa lancée. Ouais, ça va être C'est un mot. innovation continue. On peut le mettre en un seul mot? Innovation continue. OK. Ensuite, Pour nous, le numérique, je dirais que c'est l'empowerment des personnes. empowerment. OK. Très bien. Oui, ou c'est mettre en capacité. C'est ça, je crois, la traduction la plus proche. Dariata. Accessibilité. Accessibilité. Ouais. Un petit commentaire? Ouais, cool. Petit. Oui, en fait. C'est la slameuse là qui se réveille et qui voilà. Ça, j'ai un micro, c'est pas possible. Oui, accessibilité parce que on permet à toutes ces personnes d'accéder à l'aide et puis d'accéder à l'information d'un simple clic et de façon gratuite, sans pub et sans collecte de données. C'est incroyable. Merci, merci Dariata. Sophie, votre mot-clé? Un mot, ça va être dur aussi, désolé, j'ai le micro. Moi, je dirais suivi d'activité. Suivi d'activité. Voilà. Okay. Ça fait 3 mots presque. Ça fait 3 mots, je vais même en rajouter un 4e, efficacité. Efficacité. Voilà. Et ça vient réellement répondre à nos besoins. Et ça fonctionne très bien et les maraudeurs sont ravis. Voilà. Donc c'est beaucoup plus qu'un mot, pardonnez-moi. Ça marche, on accepte la réponse. Merci à toutes les 4 pour ces témoignages, ces initiatives très concrètes qui montrent que on peut avoir des initiatives qui donnent du sens, fondées de près ou de loin sur le numérique. On va maintenant, puisque on cloue un petit peu la Social Good Week, on va revenir sur un temps fort de la Social Good Week. Forcément, Social Good Week, digital, numérique, sur les réseaux. On va aller sur les réseaux. Il y a une vidéo qui a très bien fonctionné cette semaine. C'est un autre témoignage. C'était une interview de Guillaume Capel, cofondateur de Singa. Singa accueillait un événement samedi dernier. Ils attendaient une centaine de personnes. Malheureusement, ils ont accueilli 200 personnes, donc beaucoup plus de monde que prévu. Guillaume Capel, à toi pour nous expliquer en quoi consistait ce projet dans le cadre de la Social Good Week. Guillaume Capel.